Quand j'ai manqué un paiement, mon beau-père a repris la voiture qu'il nous avait offerte et l'a annoncé devant mes collègues. Ma femme a juste dit, tu aurais dû travailler plus dur. J'ai pris le bus pour rentrer sous la pluie. 3 semaines plus tard, je suis entré dans son bureau avec une lettre qui allait tout changer. Je n'ai jamais été riche. J'ai grandi à Akron, dans l'Ohio. Mon père travaillait dans une usine de pneus, ma mère faisait des gardes dans une maison de retraite. L'argent était rare, mais on s'en sortait. J'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais travailler pour l'obtenir. Rien n'a jamais été facile. Quand j'ai rencontré Danielle, j'ai eu l'impression d'avoir enfin une chance. Elle était intelligente, jolie, soignée hors de ma portée, pour être honnête. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Cincinnati. J'étais l'un des représentants logistiques, elle conseillait une marque qui lançait un produit. Elle est venue me voir lors d'un cocktail et a juste commencé à parler. J'étais choqué, honnêtement. Elle aimait le fait que je sois vrai, quoi que cela signifie. Elle disait que son monde était plein de gens faux et que j'étais ancré. Les choses sont allées vite. En 9 mois, nous étions mariés. Sa famille était quelque chose d'autre, argent, relations, réputation. Son père, Richard Dansley, possédait une chaîne de magasins de pièces automobiles dans tout le centre de l'Ohio. Tout le monde semblait connaître son nom. Il agissait comme s'il possédait chaque pièce dans laquelle il entrait. Je n'aimais pas ce type, mais je me suis dit, c'est son père. Je fais avec. Le mariage était énorme, entièrement payé par sa famille. À la réception, Richard a fait un discours sur moi. Il a dit, je n'ai jamais eu de fils, mais maintenant j'ai un gendre qui sait garder la tête basse. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, mais quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a fait me sentir petit. Quelques mois après le mariage, il nous a donné un Toyota Highlander noir neuf. Il m'a tendu les clés devant Danielle et a dit, considérez cela comme un cadeau de mariage. Vous en aurez besoin pour la vie que vous construisez. Je l'ai remercié. Aucune mention de paiement, aucun papier, juste les clés. J'ai supposé qu'elle était à notre nom. Danielle n'a rien dit non plus, elle a juste souri et l'a publié en ligne. Pendant les 2 années suivantes, j'ai payé toutes les factures, hypothèques, services publics, courses, affaires de la maison. Danielle travaillait aussi, mais son argent allait à ses vêtements, son abonnement à la salle de sport, ses routines de soins de la peau, tout ça. Chaque fois que j'évoquais le partage des dépenses, elle disait, c'est toi l'homme. Mon père n'a jamais fait payer ma mère pour quoi que ce soit. J'ai été élevé pour être responsable, alors j'ai serré les dents et j'ai travaillé plus longtemps. Puis mon travail a pris un coup. Je travaillais dans la logistique. Un de mes principaux clients est parti, et l'entreprise a réduit ma commission. Je pouvais encore tout payer, mais les choses étaient serrées. Ce mois-là, j'ai manqué un paiement de voiture, un seul. Je me suis dit que je rattraperais le coup au prochain salaire. Je n'ai même pas pensé que ça aurait de l'importance. Ça en a eu. Je sortais du travail un mardi avec 2 de mes collègues. Nous parlions du déjeuner, en riant. Je me souviens encore du ciel, il était nuageux, comme s'il attendait de pleuvoir. Puis cette grosse dépanneuse à plateau est entrée sur le parking. Derrière, il y avait une Lexus argentée. J'ai vu les plaques avant de voir le conducteur. C'était Richard. Il est sorti en costume complet, comme s'il allait au tribunal ou quelque chose comme ça. Il portait des lunettes de soleil même s'il faisait couvert. Il s'est dirigé droit vers moi et m'a jeté une enveloppe pliée sur la poitrine. Je reprends mon véhicule, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Vous n'avez pas effectué vos paiements. Ce n'est pas comme ça que cette famille gère ses affaires. J'étais figé. Mes collègues se tenaient juste là. L'un d'eux, Tim, a ri un peu sous cape. Je sentais l'embarras me gagner. J'ai dit, attendez, quoi? De quoi parlez-vous? C'était un cadeau. Il a secoué la tête. C'était un cadeau conditionnel. Vous étiez censé payer mensuellement sur le compte familial. Nous en avons parlé. Non, nous n'en avons pas parlé. Le chauffeur de la dépanneuse n'a rien dit, il a juste accroché la voiture comme n'importe quel autre travail. J'ai regardé le Highlander se faire emmener devant tout le monde. J'avais conduit cette voiture tous les jours, emmené Danielle à des rendez-vous, fait les courses, fait des courses pour elle. Maintenant, elle était partie. J'ai appelé Danielle depuis le trottoir. Elle n'a même pas eu l'air surprise. Elle a juste dit,
tu aurais dû travailler plus dur. Puis elle a raccroché. Je n'avais pas de moyen de rentrer chez moi. J'ai attendu à l'arrêt de bus. Il a commencé à pleuvoir à mi-chemin du trajet. Au moment où je suis arrivé chez nous, j'étais trempé. Elle était sur le canapé, en vêtements secs, sirotant du vin et regardant une émission comme si de rien n'était. J'ai demandé, pourquoi n'as-tu rien dit à propos des paiements? Tu savais. Elle a haussé les épaules. C'était ta responsabilité. Mon père n'aime pas les hommes paresseux. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de penser à tous les commentaires au fil des ans, aux blagues de son père, à la façon dont elle prenait toujours son parti, à la façon dont elle dépensait de l'argent comme s'il tombait du ciel. J'ai réalisé que je n'avais jamais fait partie de la famille, j'étais juste pratique. Alors, j'ai commencé à creuser. Je suis resté éveillé tard tous les soirs pendant les 2 semaines suivantes. Pendant la journée, je travaillais, la nuit, je faisais des recherches sur Richard et son entreprise. J'ai trouvé des procès, des dossiers fiscaux, des rapports financiers. J'ai commencé à assembler les pièces. Quelque chose clochait. Et puis je l'ai trouvé. Richard avait détourné de l'argent des fonds de retraite de ses employés, discrètement, pendant des années. Il utilisait des sociétés écrans pour le déplacer. J'ai tout vérifié 3 fois. Ce n'était pas seulement louche, c'était illégal. J'aurais pu aller à la police, mais je ne l'ai pas fait. Je voulais que les gens qui l'avaient floué le sachent. J'ai créé un rapport, document, reçu, chronologie. Puis j'ai contacté une femme avec qui j'étais allé à l'université. Elle est journaliste à WBNS Channel 10. Je lui ai tout envoyé via une Dropbox sécurisée. Elle savait exactement ce qu'elle regardait. Elle m'a dit de tenir bon. J'ai attendu. Puis j'ai imprimé une copie propre et je l'ai mise dans une enveloppe. 3 semaines après que Richard m'ait humilié, je suis entré dans son bureau. Sa réceptionniste avait l'air confuse. J'y étais déjà allé pour des affaires de famille, mais cette fois, c'était différent. Il était derrière son bureau, arrogant. Entrez, a-t-il levé les yeux et dit. Vous venez supplier pour récupérer votre voiture? Je n'ai pas dit un mot. J'ai posé l'enveloppe sur son bureau. Il l'a ouverte. Ses yeux ont parcouru rapidement la première page. Il s'est arrêté à mi-chemin de la seconde. Tout son visage a changé. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Je l'ai regardé fixement. C'est tout. Et je ne suis pas le seul à l'avoir. Il a commencé à dire quelque chose, mais je suis sorti. Je n'ai pas attendu de réponse. Ce week-end-là, WBNS a publié l'histoire, en première page sur le site web. Le présentateur du journal a déclaré, un homme d'affaires de Columbus fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds de retraite de plus de 50 employés. Ils ont montré son visage. Ils ont montré des extraits de son bureau. Ça a explosé. Lundi matin, son entreprise grouillait de journalistes. Jeudi, des agents fédéraux étaient impliqués. Daniel m'a appelé 10 fois. Je n'ai pas répondu. Je suis toujours à Columbus. Je vis seul maintenant. Je conduis une voiture d'occasion que j'ai payée moi-même. Je me reconstruis, tranquillement, lentement. Et je n'ai pas fini. Après que l'histoire ait éclaté et que l'enquête ait commencé, Daniel a déménagé. Pas de grosses disputes, pas de questions, elle est juste partie. Elle a fait 2 valises pendant que j'étais au travail et m'a envoyé un SMS, j'ai besoin d'espace. Tu es allé trop loin. C'est tout. Elle est retournée chez ses parents, ce qui m'a choqué, étant donné que Richard était au milieu d'une enquête fédérale en règle. On aurait pu penser qu'elle voudrait s'éloigner le plus possible de lui, mais non, elle est retournée directement sous son toit, comme si elle croyait encore qu'il trouverait un moyen de s'en sortir. Pendant une semaine, je n'ai eu aucune nouvelle d'elle, pas un appel, pas même un message de colère. Mais ensuite, sorti de nulle part, j'ai reçu des papiers de divorce. Pas de discussion, pas d'avertissement, juste une enveloppe livrée par un pauvre type qui avait l'air aussi mal à l'aise de la remettre que moi de la prendre. J'ai lu ça dans ma voiture. Elle voulait tout. Elle demandait la maison de ville, la pleine propriété, au motif que son père avait financé la compte et qu'elle avait contribué indirectement par ses relations sociales et ses ressources familiales. Son avocat avait écrit cette partie. C'était un tas de jargon juridique,
mais le sens était clair, elle venait pour moi. Et ça ne s'est pas arrêté là. Elle voulait une pension alimentaire, affirmant que je l'avais forcée à quitter une carrière de consultante bien rémunérée, ce qui était une blague. Elle n'avait jamais travaillé qu'à temps partiel pour des missions à distance qu'elle choisissait et abandonnait à volonté. Le vrai argent venait de son père. Maintenant qu'il se tarissait, elle avait besoin d'une nouvelle cible, moi. La même semaine, j'ai commencé à recevoir des messages étranges. Des numéros inconnus m'envoyaient des SMS, m'appelaient tard le soir. L'un disait, « Tu t'en prends à la mauvaise famille. J'espère que tu es prêt pour ce qui va arriver. » Un autre, « Prends un meilleur avocat. Tu en auras besoin. » Ce n'étaient pas des menaces directes, mais le timing était trop parfait pour être ignoré. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas montrer que j'étais secoué, mais je l'étais, je ne vais pas mentir. Puis les choses ont empiré au travail. Des rumeurs ont commencé. Quelqu'un envoyait des emails à mon patron, m'accusant de divulguer des informations de l'entreprise, disant que j'étais contraire à l'éthique, instable. Des mensonges purs et simples, mais ça m'a mis la pression. J'ai dû m'asseoir avec les RH et tout expliquer, ce qui s'était passé avec Richard, ce qui se passait dans ma vie personnelle, l'article de journal. Je pouvais dire qu'il me croyait, mais quand même, ce genre d'attention nuit à vos chances de promotion. Je devais continuer à me défendre pendant qu'il jouait salement. Daniel a demandé une ordonnance d'urgence du tribunal pour geler notre compte joint. Elle a affirmé que je disposais des actifs, que j'étais émotionnellement instable. Elle a même écrit que j'avais un comportement obsessionnel, comme si c'était moi le problème. Pendant ce temps, son père était toujours en liberté sous caution, agissant comme s'il n'avait pas volé des centaines de milliers de dollars à ses employés. Son avocat a fait des déclarations à la presse, disant que tout cela n'était qu'un malentendu, que Richard était un pilier de la communauté, que tout serait éclairci en temps voulu. Mais je n'étais pas le seul à regarder. Une des anciennes employées de Richard, une femme nommée Carla, m'a contacté via Facebook. Elle avait travaillé chez Dansley Auto pendant plus de 20 ans. Elle m'a dit qu'elle avait perdu presque toutes ses économies de retraite, anéanties, disparues. Elle a pleuré pendant notre appel, a dit qu'elle ne savait pas comment elle allait pouvoir payer son loyer l'année prochaine. Elle m'a aussi dit autre chose, elle avait des emails internes, des sauvegardes, des choses que Richard avait supprimées mais qu'elle avait sauvegardées il y a des années, juste au cas où. Des choses qui prouvaient qu'il savait exactement ce qu'il faisait, double paiement, factures antidatées, signatures falsifiées, de quoi l'enterrer 10 fois. Je lui ai dit que je l'aiderais. Je ne voulais plus de vengeance, je voulais la justice. Nous avons commencé à travailler ensemble, tranquillement, à tout organiser, à construire une chronologie. Je l'ai présenté aux journalistes qui avaient sorti la première histoire. Ils se sont rencontrés, ont parlé, ont comparé leurs notes. C'est là que j'ai découvert toute la vérité. Daniel n'ignorait pas seulement la fraude, elle en faisait partie. Son nom figurait sur au moins 2 des factures de consultation payées aux sociétés écrans. Elle avait reçu des honoraires de consultation de l'entreprise de son père, des milliers, pour un travail qu'elle n'avait jamais fait. Elle ne savait probablement même pas que l'argent était sale. Ou peut-être que si. Je ne pouvais plus le dire. Mais cela expliquait pourquoi elle s'était retirée quand il avait pris la voiture, pourquoi elle ne l'avait jamais contesté, pourquoi elle avait demandé le divorce dès que j'avais rendu l'affaire publique. Elle se protégeait. Ma tête a tourné pendant des jours après avoir vu ces dossiers. Je me sentais comme un idiot. J'avais dormi à côté de quelqu'un qui ne me voyait que comme un bouclier, un tampon, quelqu'un à saigner à blanc avant que le couperet ne tombe. J'ai tout remis aux fédéraux, tranquillement, sans presse, sans drame. Mais à l'intérieur, je planifiais déjà la suite. Je n'allais pas seulement les regarder se faire prendre, j'allais les traîner tous un par un à la lumière. Et je n'avais pas fini. Une semaine après avoir remis ces dossiers aux fédéraux, j'ai eu une visite. Pas un appel téléphonique, pas un email, une vraie visite. C'était un samedi matin, et je préparais des œufs quand quelqu'un a frappé fort à la porte de mon appartement. J'ai regardé par le Judas, 2 hommes, début de la quarantaine, en costume sombre. Pas des flics, pas des fédéraux, pas de badge, juste debout là comme s'ils attendaient que je panique. Je n'ai pas ouvert la porte. L'un d'eux s'est penché plus près et a dit « Nous voulons juste parler des Dansley. » C'est tout. Je n'ai pas répondu. Je suis resté derrière la porte avec mon téléphone dans une main et un couteau dans l'autre. Ils ont attendu 2 bonnes minutes avant de s'éloigner.
J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il montait dans une berline bleu foncé sans plaque. Le même jour, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone, tentative de connexion infructueuse à mon email personnel, puis à mon compte bancaire. Quelqu'un essayait d'entrer. J'ai changé tous les mots de passe, tous les codes de sauvegarde. J'ai acheté un téléphone prépayé. J'ai même commencé à dormir avec ma porte verrouillée, peine dormant engagée, et une barre métallique coincée sous la poignée. Paranoïaque? Peut-être. Mais je connaissais Richard, il ne jouait pas franc jeu. Ce lundi-là, j'ai de nouveau rencontré Carla. Elle avait l'air plus épuisée qu'avant, a dit que quelqu'un l'avait suivie chez elle la veille au soir, voiture lente, pas de plaque, même type de véhicule. Nous avons toutes les deux déposé des plaintes à la police. Le détective n'a pas dit grand-chose, mais il n'a pas eu l'air surpris non plus. Il nous a dit d'être prudente et de continuer à tout documenter. Vous vous en prenez à quelqu'un de désespéré, a-t-il dit. Les gens comme ça deviennent négligents. Et ils l'ont été. 2 jours plus tard, l'avocat de Richard a fait une déclaration, disant que le « lanceur d'alerte anonyme » avait fabriqué des preuves. Il m'a accusé, sans me nommer, d'être un « ex-membre de la famille aigri avec une rancune ». C'était une erreur, parce que maintenant j'avais la preuve qu'il savait que c'était moi, ce qui signifiait qu'il essayait d'entraver une enquête fédérale. J'ai appelé la journaliste, je lui ai tout raconté, y compris les hommes étranges à ma porte. Elle a publié un article de suivi le lendemain, me nommant cette fois comme le lanceur d'alerte. Je savais que ça me mettrait une cible dans le dos, mais j'en avais fini de me cacher. J'avais besoin que les gens voient qui était vraiment Richard. Daniel m'a envoyé un SMS quelques heures plus tard, « Tu n'avais pas à faire ça. Tu as tout gâché. » J'ai regardé ce message pendant 10 minutes, puis j'ai répondu, « Non, j'ai juste exposé ce qui était déjà pourri. » Le rebondissement suivant est venu de son côté. Son avocat a abandonné son affaire. Apparemment, les fédéraux avaient relié les paiements de consultation à plusieurs sociétés écrans. Le nom de Daniel figurait sur 4 d'entre elles. Son avocat, réalisant probablement que la situation devenait brûlante, a demandé à se retirer en raison d'un « conflit d'intérêts ». Sans avocat, Daniel m'a de nouveau appelé, cette fois en sanglotant. Je ne savais pas, d'accord? Je pensais que c'était juste comme ça qu'il me payait pour l'aider. Je ne savais pas que c'était de l'argent volé. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Je vais tout perdre. Je pourrais aller en prison. Je suis resté silencieux. Puis elle a lâché une bombe, tu dois arranger ça. C'est toi qui as commencé. C'est là que j'ai perdu patience. C'est moi qui ai commencé? Tu as laissé ton père me traiter comme une ordure pendant des années. Tu l'as laissé m'humilier au travail. Tu as dit que j'aurais dû travailler plus dur. Et maintenant, parce que tu dois enfin répondre de quelque chose, c'est moi qui suis censé arranger ça? Elle s'est tue. J'ai mis fin à l'appel. Après ça, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu une assignation à comparaître. Il s'est avéré que Daniel était maintenant une cible de l'enquête. Il voulait que je témoigne, et j'avais l'intention de le faire. Mais avant que cela ne puisse arriver, un autre rebondissement s'est produit. Un des anciens comptables de Richard, un type nommé Alex, a contacté la même journaliste. Il avait travaillé là pendant 8 ans et venait d'être licencié avant que l'enquête n'éclate. Un type discret, qui restait dans son coin, mais apparemment, il en avait trop vu. Il a dit que Richard avait essayé de le soudoyer pour qu'il se taise, lui offrant 50 000 $ en espèces, pas de formulaire WE2, pas de traces, juste partir. Alex n'a pas accepté. Au lieu de cela, il a remis des disques durs, des sauvegardes de tout. Tout y était, faux nom de fournisseur, faux employés, virements vers des comptes offshore. Richard dirigeait une véritable opération de détournement de fonds. Et les empreintes digitales de Daniel étaient sur plus que ses chèques de consultation. Elle avait approuvé des remboursements, même approuvé des notes de frais pour des « séminaires d'entreprise » qui n'avaient jamais eu lieu. C'est là que tout le jeu a changé. Il ne s'agissait plus seulement de Richard, il s'agissait d'elle, de ce qu'elle savait, jusqu'où elle était allée pour le protéger, et jusqu'où ils iraient pour se protéger eux-mêmes. Je n'étais plus l'ex-gendre avec une rancune, j'étais le type qui avait tiré le premier fil, et maintenant tout s'effondrait. Mais je n'avais pas fini, pas avant que chaque mensonge sur lequel ils avaient construit leur vie ne s'effondre. Le jour où j'ai témoigné était un froid vendredi matin de mars. Le centre-ville de Columbus était couvert de nuages gris,
mais à l'intérieur de cette salle d'audience, la chaleur montait rapidement. Ils m'ont tout demandé, comment j'avais obtenu les documents, comment je savais quoi chercher, ce que Richard avait dit quand il avait repris la voiture, ce que Daniel avait fait après. J'ai dit la vérité, simple, directe, sans émotion. La salle d'audience était bondée, fédéraux, journalistes, quelques anciens employés de Richard, même certains de ses concurrents. Tout le monde voulait voir le géant tomber. Mais la vraie bombe a explosé quand Carla a témoigné. Elle a tout déballé, des années de livres de comptes truqués, de faux fournisseurs, de fausses promesses sur les retraites. Puis elle a regardé Richard droit dans les yeux et a dit « Vous avez volé mon avenir. Je vous ai donné la moitié de ma vie, et vous avez tout pris. » Richard n'a même pas scié. Mais quand Alex est arrivé ensuite avec les preuves du disque dur, j'ai vu l'avocat de Richard se pencher et lui chuchoter quelque chose. 10 minutes plus tard, il a demandé une suspension d'audience. Le juge a accepté. Nous savions tout ce qui se passait, ils essayaient de négocier un accord. Au cours des jours suivants, les choses sont allées vite. Richard a été officiellement inculpé de 27 chefs d'accusation, fraude électronique, complot, évasion fiscale, vol de pension, vol d'entreprise et obstruction à la justice. Daniel, elle a été ajoutée pour fraude fiscale et signature en connaissance de cause de faux documents commerciaux. Leur nom de famille était partout, information locale, nationale, économique. Ce nom dont ils étaient si fiers, il était maintenant lié à une chose, la cupidité. Mais je n'avais pas fini, car le divorce n'avait pas encore été finalisé. Et souvenez-vous de cette maison de ville qu'elle avait essayé de me prendre? J'avais fait changer l'acte de propriété des mois plus tôt, discrètement, légalement, après avoir découvert qu'elle figurait sur ces fausses factures de consultation. Je suis allé voir mon avocat. Il s'est avéré que le nom de Daniel n'avait jamais été officiellement sur le titre de propriété. L'acompte que Richard nous avait donné avait été répertorié comme un « cadeau » sans contrat. Donc, quand elle a essayé de prendre la maison, elle n'avait aucun argument solide. Son nouvel avocat commis d'office a essayé d'argumenter la « contribution émotionnelle ». Le juge a vraiment ri, au tribunal. Dans un jugement de divorce final, Daniel n'a rien obtenu, pas de pension alimentaire, pas de maison, pas d'argent. Ses comptes ont été gelés. Le gouvernement a pris ce qui restait pour commencer à dédommager les employés que Richard avait volés. La maison de ville, je l'ai vendue. Chaque meuble que Daniel avait choisi, je l'ai jeté dans une benne louée. J'ai gardé une chose, une photo de moi debout sous la pluie ce jour-là où Richard avait pris la voiture. Je l'ai encadrée et je l'ai mise près de la porte de mon nouveau logement. Richard a fini par plaider coupable, 15 ans dans une prison fédérale. Il sera admissible à la libération conditionnelle dans 10 ans, mais avec la couverture médiatique et les dégâts qu'il a causés, je doute qu'il voie la lumière du jour avant d'être un vieil homme. Daniel a également conclu un accord. Elle a évité la prison, de justesse, mais à 5 ans de probation sous surveillance et des amendes massives. Elle les remboursera pendant des décennies. Son crédit est ruiné, sa réputation est partie. Elle vit de nouveau dans un appartement loué à Grove City, travaillant pour un salaire minimum dans le commerce de détail. Ses amis influenceurs l'ont tous abandonné dès que la nouvelle a éclaté. C'est drôle comme les gens disparaissent vite quand l'argent disparaît. Quant à moi, j'ai quitté Columbus. J'ai déménagé dans le sud, j'ai trouvé un travail à Chattanooga, dans le Tennessee. Une nouvelle entreprise, une vie tranquille, rien d'ostentatoire. Je loue une petite maison avec un jardin clôturé et je conduis un camion d'occasion fiable qui est entièrement payé. Pas d'aide, pas de conditions. Je travaille toujours dur. Je reste toujours discret. Mais je dors mieux. Et parfois, quand il pleut, je reste dehors un moment. Pas parce que je suis triste, parce que ça me rappelle le jour où tout a changé. Le jour où ils m'ont brisé, et le jour où j'ai décidé que je ne serais plus jamais petit. Pour personne.